Au cœur de la nuit dakaroise, ce 29 janvier 2005, un silence oppressant enveloppait le pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Imaginez, les lumières tamisées des couloirs, l'odeur aseptisée mêlée à celle de la souffrance, et au milieu de tout cela, un jeune homme de 28 ans, Aliou Nabou Talib Samb, que tout le pays connaît sous le surnom de Hino, luttait pour chaque souffle, son corps frêle couvert d'une sueur froide, comme si la vie elle-même le quittait goutte à goutte. Le diagnostic officiel tombe rapidement. Insuffisance rénale. C'est la version que l'administration pénitentiaire transmet à la presse. Mais dans les couloirs, chez les infirmiers, et jusque dans les cellules, une autre version circule. Hino serait mort des suites de tortures prolongées, de coups, de privations, de sévices passés sous silence. Impossible de le prouver, mais l'ombre du doute plane. Hino n'était pas un détenu comme les autres. Il était l'ennemi public numéro 1, le criminel le plus recherché du Sénégal à la fin des années 1990 et au début des années 2000. À ses côtés, Alassane Sy, surnommé Alex, son complice le plus fidèle et l'autre cerveau de la bande. Ensemble, ils formaient le noyau dur d'un groupe de braqueurs qui allait marquer l'histoire criminelle du pays. Ce n'étaient pas de simples voleurs de maisons ou de petits larcins domestiques. C'étaient de véritables gangsters, spécialisés dans les braquages organisés, mobiles et d'une audace déconcertante. Ils enchaînaient les coups, écoles, monastères, camps militaires, vols de véhicules officiels, attaques de stations-service. Toujours cette capacité à disparaître, à reprendre la main, même traqué par toutes les forces de l'ordre. Pourquoi sa mort provoque-t-elle un tel choc? Parce que ce 29 janvier 2005 ne marque pas seulement la fin d'un homme. Il sonne la fin d'une légende qui, pendant près de 10 ans, a tenu en haleine policiers, gendarmes, ministres et même un président de la République. Hino et Alex, c'était l'alliance parfaite entre stratégie et exécution, entre flair et maîtrise du terrain. Ensemble, ils étaient passés de petits larcins à des coups démentiels, et surtout à s'évader encore et encore, jusqu'à devenir l'incarnation vivante du défi lancé à l'État sénégalais. Remontons aux origines. 1977, à Yeumbeul, un quartier populaire de la banlieue de Dakar. Un bébé naît dans une petite maison aux murs fissurés. On l'appelle Aliou Nabou Talib Samb. Sa mère, tendre mais stricte, lui donne le surnom d'Hino, diminutif d'innocent. Il était réputé pour son calme, sa gentillesse et son silence. Il aimait regarder le football, et c'était un bon élève, intelligent. Doué d'un don singulier, il reproduisait avec aisance tout ce que son regard captait. De l'autre côté de la ville, en 1973, dans un environnement tout aussi modeste, naît Alassane Sy, surnommé Alex. Rien à ce moment-là ne laisse présager que ces deux garçons, séparés par 4 ans, deviendront les figures les plus redoutées du grand banditisme sénégalais. L'enfance d'Hino et d'Alex est marquée par les mêmes réalités. Pauvreté, débrouille, solidarité de quartier et violence latente. Dans ces zones où l'asphalte est rare et la poussière omniprésente, les enfants apprennent vite à se protéger. Les journées sont rythmées par les allers-retours des vendeuses de beignets, les cris des joueurs de foot sur des terrains improvisés, et les histoires que racontent les grands au coin des rues. C'est ici que se forge leur sens de l'observation, leur flair, et surtout leur méfiance instinctive envers l'autorité. À l'adolescence, Hino croise la route de Banda Dabo, un malfrat respecté dans plusieurs quartiers. Hino a été formé d'abord dans ce qu'on appelait la Banda Banda, un premier gang de grand banditisme. Et dans ce gang, il faisait figure de Benjamin. Banda Dabo dirige un petit groupe de jeunes voleurs organisés. Leur spécialité, les cambriolages de nuit et les vols avec violence. C'est la première école criminelle d'Hino. On y apprend les codes d'honneur, l'importance du silence face aux policiers, la répartition des rôles lors d'un coup. Alex, lui, évolue dans un autre cercle, mais suit une trajectoire parallèle, s'initiant aux combines. Les premières opérations d'Hino sont modestes. Vol de marchandises, mobylettes, kiosques. Rapidement, la bande monte en gamme. Les cibles deviennent plus lucratives. Commerce, entrepôts, parfois domicile privé. La violence n'est jamais exclue si la victime résiste. La police finit par mettre la main sur plusieurs membres de la bande. Hino est arrêté une première fois à l'âge de 20 ans. Et c'est là, pour la première fois, qu'Hino va s'évader. Quand les éléments du gang se sont retrouvés en garde à vue au commissariat central de Dakar, Hino va parvenir à s'évader. Ça, c'était sa première évasion. À l'époque, il n'était pas encore avec Alex. En garde à vue, il se distingue déjà. Calme, peu bavard, et surtout très vigilant. Sa première fuite rocambolesque consiste à profiter d'un moment d'inattention pour disparaître dans le dédale des ruelles qu'il connaît par cœur. Ce coup d'éclat forge sa réputation auprès des jeunes et des aînés. Il s'évade, tente une aventure d'immigration en Belgique. Il sera refoulé, et à son retour, il est arrêté. Alex, de son côté, connaît ses premières confrontations avec la justice. Arrêté pour vol de voiture, il impressionne par son habileté à démarrer n'importe quel moteur et à semer des poursuivants. Les deux hommes ne sont pas encore partenaires, mais leurs noms circulent déjà dans les commissariats de Dakar. Dans ces quartiers, la délinquance est une voie que beaucoup connaissent, mais elle s'accompagne d'un système de valeurs transmis par les anciens. Ne pas trahir ses camarades, protéger sa famille, redistribuer une partie du butin.
Certains caïds sont craints et respectés comme des chefs de clan. Ino et Alex observent, écoutent et apprennent. Ils comprennent que pour durer, il faut de l'organisation, du sang-froid et la capacité de disparaître au bon moment. Ces années de formation sont cruciales. Elles forgent le tempérament des deux futurs chefs. Elles ne leur ont pas seulement offert un terrain de jeu, elles leur ont fourni une école, une armée de mentors et un manuel de survie. Le reste de l'histoire montrera comment ces leçons seront mises en pratique à une échelle que personne n'aurait imaginée. Nous sommes en 1996, dans la maison centrale de Rebeuss à Dakar. Les couloirs sombres de la prison sentent le désinfectant et la sueur. Les cellules sont bondées, les voix se mêlent, les histoires circulent. C'est ici, derrière les barreaux, qu'Ino et Alex se rencontrent vraiment. Chacun a sa réputation. Ino, l'évadé, Alex, le virtuose du volant qui transforme n'importe quel véhicule en arme de fuite. Très vite, ils comprennent qu'ils parlent le même langage, celui de l'audace et de l'efficacité. Dans cet univers clos, les alliances sont vitales. Ils passent des heures à observer les gardiens, discuter de plans, analyser les failles. Leur complicité se renforce, et bientôt, ils s'évadent ensemble avec d'autres codétenus. Un exploit qui scelle leur légende et marque le début d'une série de braquages audacieux. Le duo ne perd pas de temps. Leurs opérations se déroulent avec une précision qui frappe les esprits. Cambriolage d'écoles, pharmacie, station-service. Les opérations sont rapides, méthodiques. Ils arrivent la nuit, neutralisent les vigiles, emportent l'argent et le matériel, disparaissent avant même que la police soit alertée. Les véhicules sont leur atout majeur. Alex maîtrise l'art de voler une voiture en quelques secondes, et Ino sait organiser la logistique. Les voitures volées sont souvent revendues au-delà des frontières, alimentant un réseau de revente transfrontalier bien rodé. Dans la nuit du 1er au 2 août 1996, Guédiawaye sombre dans l'effroi. Ino, Alex et leurs hommes s'introduisent dans une chapelle, puis dans une école maternelle. Le gardien est ligoté, la directrice frappée, humiliée, et les salles fouillées avec une froideur calculée. Argent, matériel, tout ce qui a de la valeur disparaît. Le lendemain, la presse locale titre sur ce sacrilège. Comment une école et un lieu de culte peuvent-ils être attaqués avec une telle précision? Ce coup marque un tournant. Désormais, Ino et Alex ne sont plus de simples malfrats de quartier. Leur nom s'installe dans l'imaginaire collectif, synonyme de peur et d'indignation. Quelques jours plus tard, leur route les mène à Thiès. Cette fois, la cible n'est plus un quartier résidentiel, mais des institutions éducatives connues. Au centre Don Bosco, malgré la présence de chiens dressés, les bandits réussissent à pénétrer les lieux. Les chiens étaient anesthésiés, endormis. Ils ont frappé les gens, certains ont été blessés. Comme la plupart étaient des Espagnols, il y en a qui ont eu peur et décidé de partir. Tout le monde était par terre pour permettre aux autres de rentrer et faire l'opération. Ils cherchaient la clé de la voiture. Ils ne l'ont pas trouvée. Après, ils ont tiré quelques coups pour empêcher d'appeler la police et ils sont partis avec 1 600 000 francs. La nuit suivante, c'est le collège Saint-Gabriel qui subit leur audace. Le gardien est maîtrisé. Il connaissait la renommée de l'école. Il se disait qu'il y avait un butin quelque part. Ils ont attaché le gardien, puis ils sont rentrés à la direction et dans la communauté. Le butin est considérable. Véhicules, équipements, argent liquide. Chaque opération démontre une préparation minutieuse. Les repérages sont faits en amont, les horaires étudiés, les failles de sécurité exploitées. L'évolution est claire. Les deux chefs ne se contentent plus de quelques billets. Ils visent des biens revendables pour financer leurs prochaines expéditions. Mais le coup qui glace véritablement les autorités survient peu après. À Thiès, dans l'enceinte même d'un camp militaire, la bande franchit une ligne rouge. Profitant d'un moment de relâchement, ils s'emparent d'armes et de munitions dans le magasin d'armement. C'est des gens qui n'avaient pas peur. Des caïds qui osent attaquer un arsenal militaire dans un camp militaire. Le potentiel de résistance ne lui faisait pas froid aux yeux. Cette fois, ils ne repartent pas avec des bijoux ni du matériel scolaire, mais avec de quoi transformer leur gang en véritable force armée. C'est un saut qualitatif. Désormais, Ino et Alex sont perçus comme une menace organisée, capable de défier directement l'État sénégalais. Entre 1996 et 1998, Ino et Alex construisent leur légende. Leur binôme, né derrière les barreaux, devient le moteur d'une série de coups spectaculaires qui ébranlent l'ordre public. Dans les commissariats comme dans les rues, un nom circule avec insistance, la bande à Ino et Alex. Il y a eu même des tentatives de casse qui visaient des banques. Fin 1998, à Cœur Moussa dans la région de Thiès. Le monastère trône au milieu d'une végétation paisible. Mais cette nuit-là, l'air est lourd d'une tension invisible. Aux alentours de 2 heures du matin, les malfaiteurs franchissent le portail. Les verrous cèdent sous les coups précis d'un pied de biche. Ils avancent en silence, armes à la main. Leur objectif, récupérer l'argent des dons, des coffres de matériel audio, des objets précieux. Ils maîtrisent les rares occupants éveillés, les menacent et mettent la main sur plus de 800 000 francs, plusieurs magnétophones et micros. Alors qu'ils se préparent à repartir, un vigile surgit et fait feu. Les rafales répondent, déchirant la nuit. Un membre du gang est touché mortellement. Les autres se replient, tirant pour couvrir leur fuite. Cette nuit marque un tournant.
Pour la première fois, le gang paye le prix du sang. Dans les rapports de la gendarmerie, le ton change. Groupe armé dangereux à neutraliser en priorité. Pour Hino et Alex, c'est le signe que leur nom est gravé dans les priorités de l'État. Et plus ils sont traqués, plus ils veulent frapper fort. Décembre 1998, à Kurmasar. Les gendarmes encerclent une maison modeste. Hino se repose, convaincu que ses planques sont encore sûres. Mais un renseignement anonyme change tout. La gendarmerie a exploité un renseignement pour savoir qu'une bande conduite par Alex était à Kurmasar. En quelques minutes, les forces investissent les lieux. Hino est arrêté. Alex s'échappe. On accueillit une bonne partie de la bande. Il y a eu des échanges de tirs. Un gendarme blessé. Conduit à Rebus, Hino rejoint l'enfer carcéral. Mais en mars 1999, il s'évade lors d'un mouvement de détenus. Cette évasion a fait beaucoup de vagues. On soupçonnait des complicités au niveau de l'administration pénitentiaire. Sa cavale est courte, l'État humilié, réagit avec fermeté. Des unités mixtes le traquent, et il est arrêté de nouveau. Le 14 juillet 1999, une mutinerie éclate à Rebus. Au milieu du chaos, Hino et des complices s'échappent. C'était l'évasion la plus rocambolesque. Des mesures ont frappé un agent pénitentiaire et un gradé, soupçonné de complicité. En 7 mois, Hino passe de capturé à fugitif 2 fois. Chaque évasion renforce sa légende et fragilise l'autorité de l'État. Début 2000, Hino et Alex sont libres. Leur bande se recompose, et ils frappent plus fort. À Guédiawaye, ils attaquent la cité des enseignants. Gardiens neutralisés, appartements fouillés. À Grand Yoff, une boutique de transfert d'argent en plein jour. À Popeguine, un gendarme est désarmé, son arme volée, puis le véhicule du sous-préfet. Un pick-up L200 est pris, le chauffeur abandonné dans la brousse. Lors d'un conseil de défense, le président Abdou Diouf ordonne « Morts ou vivants, ramenez-les ». La traque devient obsessionnelle. Le major Aliou Kanj dirige la traque. Nous savions que la clé serait l'infiltration. Les fugitifs fuient en Gambie, Serekunda, Brikama, Brufut, Gundur, où ils consultent des marabouts pour des gris-gris. Hino et sa bande avaient des marabouts redoutables en Gambie. En Gambie, ils fréquentent Tioukel et El Tico, dealers et intermédiaires bien connectés. Les véhicules volés sont écoulés en Mauritanie par un receleur. Début 2001, près de la frontière mauritanienne, ils sont localisés avec le L200. Le GIGN les capture dans le Wallo. Ils ont été arrêtés en grande pompe. Parmi eux, Abdou Conté, très dangereux, impliqué dans des crimes de sang. Alex, l'as du volant et Hino, le tacticien. En 2004, au tribunal, Hino déclare « Madame la juge, regardez mes pieds enflés. On dit que je suis l'ennemi public numéro 1, mais il y a des gens plus dangereux qui détournent ou tuent pour rien. Moi j'accepte ma faute, mais je suis un être humain. Même un oiseau en cage cherche à s'envoler. Si j'ai les moyens, je m'évaderai demain. » Ils sont condamnés à 7 ans pour évasion. Le 29 janvier 2005, Hino meurt à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le rapport parle d'une insuffisance rénale, mais beaucoup n'y croient pas. Certains disent qu'il a trop souffert, que son corps a fini par lâcher. En 2008, le procès aux assises s'ouvre, 31 accusés au total. 14 seront condamnés à la perpétuité, dont Alex. Après 21 ans de détention, il bénéficie d'une grâce présidentielle en 2020. Il se réfugie à Pikine, évite les caméras. Certains complices se réinsèrent, d'autres rechutent. Aujourd'hui, leur légende persiste. Criminels, icônes, symboles d'une époque audacieuse. Dans les prisons et les rues, on se souvient pour s'inspirer ou se méfier. L'histoire d'Hino et Alex, c'est celle d'un défi à l'État, payé au prix fort.